Confrontée personnellement à de multiples difficultés dans le cadre du parcours de soins avec mon fils Orient, qui a un trouble du spectre de l'autisme associé à une déficience intellectuelle, j'ai créé avec Catherine Franc en 2010 l'association Coactis Santé pour faciliter l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Faisant suite aux recommandations du rapport ministériel de 2013 sur l'accès aux soins des personnes handicapées, l'idée était surtout d'apporter des solutions concrètes aux soignants et aux patients avec handicap. Quelques convictions nous accompagnent depuis le départ dans nos actions. Ne pas faire seul, mais co-construire avec l'ensemble de l'écosystème et des parties prenantes, et en particulier des personnes en situation de handicap. Faciliter le plus possible l'accès aux consultations de droit commun, lorsque cela est possible. Et puis une conviction de fond, ce qu'on met en place pour les personnes en situation de handicap bénéficie à toute la société. Alors pourquoi ce choix aujourd'hui de la thématique de la douleur? D'abord, la loi du 4 mars 2002 a reconnu la prise en charge de la douleur comme droit fondamental du malade. Ensuite, la lutte contre la douleur est également une priorité de santé publique inscrite dans la loi de santé publique de 2004. Malgré ces évolutions législatives, sur le terrain, certaines populations plus vulnérables, comme les personnes dites dyscommunicantes, c'est-à-dire les personnes qui ont un mode de communication différent que la parole ou l'écrit, ne sont pas suffisamment accompagnées pour soulager leur douleur et en traiter les causes. En parallèle, les soignants déplorent le manque de formation et d'outils adaptés pour accompagner ces patients. L'association Coactis Santé s'est donc mobilisée sur cet enjeu central dans la qualité de vie des personnes en situation de handicap et de leurs familles, en développant notamment des ressources particulièrement adaptées et utiles pour les patients, leurs aidants et leurs soignants, avec Santé BD et HandiConnect. Je remercie le docteur Djéa Saravan, Philippe Aubert et le docteur Bénédicte Gendreau, nos intervenants, pour leur contribution précieuse et pour le temps qu'ils nous consacrent aujourd'hui. Docteur Gendreau, je vous passe la parole. Merci Pauline. Alors moi, je vais déjà revenir sur, en France, voilà mon diaporama. En France, quand on parle de personnes en situation de handicap, il y a une loi qui définit ce que c'est que le handicap. Et donc, lorsque l'on regarde en France, il y a 12 millions de personnes qui se déclarent en situation de handicap, c'est-à-dire un Français sur 6. Et parmi ces 1 Français sur 6 dont on va parler lors de la Journée mondiale des personnes handicapées du 3 décembre, parmi ces 12 millions, 80% ont un handicap invisible. Alors, un handicap invisible, c'est par exemple des troubles du spectre de l'autisme, c'est par exemple une surdité, c'est par exemple une déficience intellectuelle. Donc 80% parmi ces 12 millions et 11 millions de personnes, c'est-à-dire quasiment un Français sur 6, se déclarent aidant d'une personne en situation de handicap. Lorsqu'on parle, Madame Dorgeval vous a parlé de ce problème qui est l'accès aux soins. Quels sont les chiffres? Alors là, il faut se référer au baromètre Handifaction. On interroge tous les trimestres les personnes en situation de handicap sur justement l'accès à la santé et l'accès aux soins. Et là, alors là, 20%, c'est un chiffre de difficulté d'accès aux soins, de refus d'accès aux soins qu'ont subi ces personnes en situation de handicap. Et ce fameux chiffre de 20%, c'est comme une espèce de plafond de verre. On n'arrive pas à avoir des chiffres qui soient moins importants. Ce qui est à noter parmi ces 20% de refus de soins, de personnes qui ont subi un refus de soins, c'est que 11% d'entre elles ont totalement arrêté toute recherche. Ça veut dire qu'elles ont probablement, comme tout un chacun, des besoins, mais qu'elles ne peuvent subvenir à ce besoin. Et on l'a dit tout à l'heure, la santé est un droit fondamental. Lorsqu'on regarde avec ce baromètre Handifaction, combien de personnes n'ont pas de médecin traitant? Personnes en situation de handicap, 14%, contre 11% de personnes qui ont plus de 17 ans. Alors, comme l'a dit Madame Dorgeval, on a
notre propos sur la douleur. Et la douleur, effectivement, il y a une loi. Une loi, ça veut dire, un, que c'est un droit fondamental et que deux, c'est un droit opposable. Et que dit la loi? La loi dit que toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur et que celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Prévenue, évaluée, prise en compte et traitée, quelles que soient les circonstances. Quand on parle de la douleur, il y a une définition de l'International Association for Study of Pain qui date de 2020. Et comme toutes les définitions, chaque mot va compter. La définition dit « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ». Alors, on va le décortiquer un petit peu ensemble. Quand on parle d'expérience, ça veut dire que c'est une expérience qui est vécue par la personne elle-même. Expérience veut dire aussi qu'il y a un avant et qu'il va y avoir un après. Et que ce qui s'est passé avant va me servir pour gérer ce temps d'expérience. Et c'est effectivement une composante de la douleur, c'est la mémoire de ce qui s'est passé avant. Quand on parle d'expérience sensorielle, en fait, là, on parle de phénomènes physico-chimiques qui vont faire que lorsque les petites terminaisons nerveuses sont stimulées, par exemple par un choc, par exemple par une brûlure, par exemple une section de nerfs, quand ces petites terminaisons nerveuses vont être stimulées, alors il va y avoir des phénomènes physico-chimiques qui vont faire que cette sensation qu'il y ait au bout, là, sur ces petites terminaisons nerveuses, va monter au niveau du cerveau. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Et ensuite, au niveau du cerveau, il va y avoir une diffusion de cette information physico-chimique qui va amener à des réactions, comme par exemple, on devient blanc, on devient rouge, on est tachycarde, une réaction émotionnelle désagréable. La douleur est une émotion. Oui, c'est dans la tête. Oui, et ça génère, le docteur Saravan vous l'expliquera mieux que moi, ça va générer aussi toute une cascade d'émotions qui sont propres à chacun. Expérience sensorielle émotionnelle désagréable veut dire qu'il y a un passé et que je vais me servir de ce passé pour gérer le présent et qu'ensuite je tirerai quelque chose de cette expérience. Expérience associée, ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, veut dire que, par exemple, si je me coupe, si j'ai une inflammation, oui, la lésion tissulaire, elle est réelle. Mais ce qui est important de noter dans cette définition, c'est que ça ressemble à. Ça veut dire que même si je ne peux pas l'exprimer verbalement, eh bien, tous les signes que je vais montrer vont dire à l'autre, oui, ça ressemble à une lésion tissulaire. Et ce qui est important dans cette définition, c'est le mot potentiel. Ça veut dire que si j'anticipe en me disant, je crains d'avoir mal, je vais avoir mal, tel soin je l'ai connu et ça fait mal, c'est une véritable douleur. Et ça, c'est très important. Le docteur Saravan vous expliquera pourquoi c'est très important chez les personnes dyscommunicantes. La définition de la douleur a été augmentée par ceci qui est très important, qui est l'incapacité de communiquer verbalement. On ne peut pas communiquer verbalement. Ça ne nie en rien le fait que la personne ressent la douleur et ça ne nie en rien le fait que cette personne, comme toute autre personne avec le même niveau d'exigence, doit être traitée. Je laisse la parole au docteur Saravan qui va vous expliquer ça de façon très concrète. Merci Bénédicte. Alors, effectivement, tu as bien résumé. Je pense que la douleur, je la résumerai également chez les personnes qui n'ont pas de langage, ce qu'on appelle les personnes vivant en handicap dyscommunicantes. Ça a été bien résumé par une belle chanson, sans drame, sans larmes, pauvre et dérisoire arme, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Je pense que tout est dit dans cette belle parole. Pas besoin de dire qu'est-ce qui le chante. Voilà. Donc, on va passer donc tout de suite à la suite. C'est vrai que dans le cadre de ces personnes en situation de handicap qui sont dyscommunicantes, il y a quand même encore beaucoup de déni, des sous-estimations,
Il y a résistance d'ailleurs de certains professionnels de santé qui n'ont pas été formés aussi à opérer une évaluation quantitative, qualitative de la douleur, ce qui entraîne bien sûr sur ces personnes en situation de handicap des conséquences sur la santé physique, sur leur comportement, avec pas mal de cortèges de troubles tels que l'anxiété, la dépression, les comportements agressifs, l'automutilation, les problèmes alimentaires, etc., etc. Et tout ça, ça se retentit sur la qualité de vie de ces personnes, qualité de vie au quotidien. Donc, vous voyez, ça a été bien illustré par PM, douleur qui est bâillonnée. Alors, donc, quels sont les défis, les préjugés qui existent dans le cadre de la douleur chez ces personnes dyscommunicantes? Évidemment, une grande difficulté à discerner la douleur des autres états, tels que la dépression, l'anxiété et d'autres aussi, parce qu'il y a un chevauchement des deux. Bénédicte vous a bien dit, il y a aussi la composante émotionnelle dans le cas de la douleur. Donc, vous voyez, quand on parle d'émotion, il y a bien sûr la dépression, l'anxiété. Dans le cadre aussi de la prise en charge de la douleur. En plus, j'aime bien ce mot, l'éclipse diagnostique, c'est-à-dire qu'il y a les signes, les symptômes de la douleur sont directement reliés à l'handicap et ils ont toujours dit ah ben c'est lié à l'handicap, on ne peut rien faire. Non, les phénomènes douloureux, c'est une comorbidité, c'est une pathologie associée à l'handicap. Autre chose aussi, on a dit oh, les troubles du comportement sont également liés à un handicap, on ne peut rien faire. Non, il fallait impérativement rechercher quelque chose. Et puis, ce qu'on sait maintenant, on a beaucoup travaillé là-dessus. Je tiens à remercier mon équipe avec qui je travaille au Québec, avec l'Université de Sherbrooke. On a beaucoup travaillé là-dessus, recherche clinique, bien sûr. On a vu qu'il y a une présentation totalement atypique de la douleur chez ces personnes. Et puis, évidemment, comme les collègues n'ont pas été formés, quand je dis les collègues personnels soignants, même non soignants, ils n'ont pas été formés, donc ils ne sont pas sensibles à cette forme atypique de la douleur, donc il y a une mauvaise évaluation. Et puis, il y a toujours cette croyance qui traîne encore, on est en 2022, chez les personnes en situation de handicap, essentiellement dans les cadres du trouble du spectre de l'autisme et tout ce qui est trouble du neurodéveloppement. On dit toujours, mais pourquoi vous vous occupez de la douleur? Ils sont totalement insensibles à la douleur, ce qui est totalement faux. Voilà, donc on va passer à la prochaine pour vous dire, et pourtant, comme vous le voyez, il y a plusieurs raisons pour souffrir. Il y a des douleurs durables, articulaires, musculaires, etc., etc. Aussi des douleurs neurologiques, maladies dégénératives. Vous pouvez avoir aussi des douleurs provenant des organes, comme les reflux gastro-œsophagiens, le reflux vésico-urétéral. Il y a également des douleurs provoquées par douleurs induites par certaines formes de soins, un positionnement, les aspirations trachéobronchiques, et pour ne pas les citer, juste les injections, par exemple, vaccinales, les intramusculaires, on induit également des douleurs. Mais aussi, n'oublions pas, tout ce qui est la sphère buccale, les abcès dentaires, les otites, les constipations, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a des raisons pour que ces personnes souffrent également. Donc, on va passer donc, à la prochaine. Il faut évidemment essayer de repérer, parce qu'ils n'ont pas le langage. Ils ne peuvent pas vous dire ben, j'ai mal, voilà, ça me brûle, ça me tord, c'est un coup de poignard. Ils peuvent qualifier, quelqu'un qui a une parole, il peut qualifier et même quantifier sa douleur. Sauf que dans le cadre des personnes vivant en handicap, où la plupart n'ont pas de parole, il faut donc à nous, évidemment, regarder, il faut observer, il faut examiner, il faut s'aider, bien sûr, des personnes qui sont en permanence avec eux, les familles, l'entourage familial ou les personnels qui sont dans les institutions médico-sociaux qui sont en permanence. Il faut donc tenir compte de ce qu'ils nous disent. Et moi, je dis toujours, ils n'ont pas le langage oral, évidemment, ils ne peuvent pas exprimer, mais si, ils ont une autre forme de langage. Moi, j'appelle ça, et c'est extraordinaire, c'est le langage du corps, c'est le langage corporel. Il faut donc savoir observer, examiner ce langage corporel et tenir compte, bien sûr, du comportement. Alors, évidemment,
quand on parle des troubles du comportement, à l'heure actuelle, toutes les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, que ce soit les recommandations de la haute autorité de santé ou même les recommandations européennes et anglo-saxonnes, on en est tous d'accord là-dessus, devant tout trouble du comportement soudain, inexpliqué, il faut impérativement aller rechercher une maladie organique et ou une douleur. Et je peux vous dire, devant ces troubles du comportement soudain inexpliqués, la plupart du temps, c'est expliqué par une pathologie organique douloureuse. Et je vous ai cité un peu les troubles du comportement que l'on peut rencontrer, un changement du comportement, l'agressivité, les troubles du sommeil, l'automutilation, les changements dans l'appétit, juste le tapoter dans la gorge comme ça, il faut aller voir s'il n'y a pas un reflux. Vous voyez, il faut vraiment observer, examiner, avec un examen clinique de base devant ces troubles du comportement, surtout chez ces personnes, on peut reconnaître pas mal de pathologies. Alors, évidemment, on a aussi travaillé sur l'expression de la douleur qui est totalement atypique par rapport à un individu, ce qu'on appelle neurotypique. Alors, comment ça se présente chez eux? Essentiellement une agressivité, un des signes, hein, ça peut être associé, bien sûr. Hein, vous pouvez avoir donc l'agressivité, et c'est essentiellement une hétéro-agressivité vis-à-vis de la personne qu'il connaît. Ça peut être la famille, les aidants familiaux, la fratrie, ou le personnel soignant ou non soignant d'une institution médico-sociale ou sanitaire, si vous voulez. Hétéro-agressivité vis-à-vis de la personne qu'il connaît. Pourquoi? Parce qu'il souffre, il a mal, donc il demande de l'aide, ce n'est pas la faute à la personne en question, il vous demande de l'aide, donc il devient hétéro-agressif parce qu'il vous connaît, vous dit j'ai mal fait quelque chose. Ensuite, il y a aussi un autre signe qui est maintenant, ça fait partie de l'automutilation, et puis vous avez bien sûr une autre chose atypique, les cris sans problème, bien sûr, ils peuvent crier même s'ils n'ont pas de langage, et là, ça c'est le dernier auto qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Les cris sans problème particulier, bien sûr, et le sourire et les éclats de rire, il faut impérativement aller éliminer un phénomène douloureux, une pathologie organique douloureuse. Alors que vous, si vous avez mal, vous n'allez pas éclater de rire. Hein. Donc, vous voyez comment l'expression est totalement atypique, et parfois, ils peuvent être complètement asthéniques, léthargiques, hein, assis dans un coin, il faut se méfier également. Et les troubles du sommeil, bien sûr, font partie également de l'expression de la douleur chez eux. Et si on ne fait rien, vraiment, si on ne tient pas compte de tous ces facteurs atypiques, hein, l'expression de la douleur, ça peut aller jusqu'à l'explosion violente, c'est ce qu'on appelle des troubles du comportement grave. Parfois, ils peuvent tout casser. Donc, vous voyez, alors, bien sûr, il y a tout ça, c'est l'expression atypique de la douleur, mais il y a aussi des échelles. Comme ils n'ont pas le langage oral vraiment, donc ce qu'on a mis en place, ce sont des échelles d'hétéro-évaluation, c'est-à-dire que c'est vous qui allez évaluer la douleur de l'autre. On en a deux qui peuvent, qui sont d'ailleurs valables, je dirais, dans le cadre de ces personnes vivant en handicap. Vous avez une échelle simplifiée d'évaluation de la douleur chez la personne dyscommunicante avec trouble du spectre de l'autisme, qui est l'ESDDA, qui a été travaillé par mon équipe et l'équipe de Sherbrooke au Québec, pardon, avec c'est une objectivation d'une potentielle douleur aiguë d'origine somatique. Hein, il y a très simple, il n'y a que 6 items, et elle peut être faite, ce qui est important, c'est une échelle qui peut être faite par tout le monde, c'est-à-dire par un personnel soignant et non soignant, ce qu'il faut toujours penser que vous avez des enfants, ados et des adultes avec troubles du spectre de l'autisme, entre autres, dans le cas des troubles du neurodéveloppement, qui sont dans les familles. Il faut penser aussi aux familles et tout. Donc, il peut être fait par tout personnel, que ce soit soignants, bien sûr, et non soignants, les travailleurs, les éducateurs sociaux, les travailleurs sociaux, les familles, les aidants familiaux. Utilisable à partir de 2 ans. Et puis un autre qui est ce qu'on appelle le jeudi, le groupe, c'est évaluation de la douleur déficience intellectuelle. C'est également un checklist des comportements que l'on peut observer, qui est utilisable aussi. Les deux peuvent être utilisés. Les familles préfèrent le premier parce qu'ils trouvent que c'est simple. Enfin, bref, ça, c'est une question. Donc, il y a des échelles disponibles à l'heure actuelle où l'on peut évaluer. Et donc, on évalue la douleur, on donne un traitement, bien sûr,
et puis on réévalue pour savoir si le traitement qu'on a mis en place marche ou pas. Alors, au niveau du traitement, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que ce n'est pas le but. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, au niveau du traitement, sachez que le traitement associe toujours un traitement médicamenteux avec un traitement non pharmacologique. On associe toujours les deux. Donc, je ne rentre pas dans les détails des traitements, ce n'est pas le but. Bon, quand il y a des médicaments qu'on ne doit pas utiliser dans le cas des patients en situation de handicap parce qu'ils ont d'autres produits, donc ça peut donner des effets secondaires importants. Et puis, dans les traitements non médicamenteux, c'est pareil. Il y en a un paquet, hein, vous savez, vous avez sûrement entendu parler, je suis prêt à répondre à vos questions. Et un traitement non médicamenteux, il y a également dans ces traitements non pharmacologiques des traitements que l'on ne doit pas proposer aux personnes en situation de handicap. Et n'oublions pas, on passe de plus en plus de la prévention maintenant. Il faut donc aider ces personnes avec l'habituation aux soins. Bénédicte vous en parlera. Coactis a mis en place des fiches qui sont très bien faites. Santé BD, ça s'appelle Santé bande dessinée, qui sont très, très bien faits. En plus, pour les familles, c'est important, parce que on peut le télécharger gratuitement. C'est très bien fait. Il y a des vidéos également qui sont très bien faites. Et bien sûr, le support visuel, très important pour les personnes dyscommunicantes. N'oublions pas qu'il ne faut jamais les faire attendre. Et la raison principale, et je dis toujours à mes collègues, il faut s'adapter à la personne en situation de handicap. C'est à nous de s'adapter et pas le contraire. Donc, il faut toujours s'adapter à ces personnes lorsqu'on les prend en charge. Et puis, il faut prendre son temps. Et bien sûr, soutenir les professionnels avec tout ce que ça comporte, formation initiale, etc., etc. Il y a pas mal de fiches qui ont été faites aussi dans ce cadre-là. Coactis a mis en place aussi des fiches qu'on appelle HandiConnect où on donne des spécificités de tel ou tel type de handicap. Donc voilà, la prévention passe avant tout. Et je finirai presque en disant MOTS, MAUX, c'est la douleur. Mot, vous savez, c'est le langage, mode d'expression orale ou écrite. MAUX, ce qui est susceptible de nuire, de faire souffrir, c'est la douleur dentaire, la douleur abdominale, la souffrance physique affectant une partie du corps. Et moi, je dirais souvent, on ne laisse pas parler la personne handicapée, TSA, déficience intellectuelle, de sa douleur, dans son langage propre, de sa souffrance, de sa maladie, parce que son discours ne s'inscrit pas dans nos références anatomiques et organiques et physiologiques qu'on a appris dans les textbooks, comme on dit. Alors, comment permettre à ces personnes de parler de la douleur au moment où ils souffrent? Avec quel mot? Un mot TS. C'est pour ça que le langage du corps prend toute son importance dans le cas de ces personnes dyscommunicantes. Donc, voilà, je pense que l'expression de la douleur est typique chez eux, on ne peut pas dire plus. Et donc, maintenant, je pense que je vais laisser la parole de nouveau. Peut-être un petit témoignage, vous voyez, je voulais vous mettre une vidéo, mais c'était compliqué. Alors, c'est Alain, ado de 15 ans, dyscommunicant, trouble du comportement, cris, hurlements, insomnie et trop agressivité. Devant cette agressivité, le psychiatre a prescrit un neuroleptique et il a surtout dit, parce que j'ai l'ordonnance où c'était marqué, l'agressivité est très fréquente chez les personnes autistes. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas eu d'examen somatique de fait. Pourtant, les familles étaient un peu sensibilisées et pensaient qu'il y avait peut-être une maladie organique. Au bout de 2 jours, le traitement n'avait rien fait. Il rajoute un traitement, un nouveau produit, en augmentant le premier produit, en augmentant la posologie, bien sûr. Rien n'y fait. Il y a une aggravation de l'état de santé de cet ado de 15 ans. Et perte, pourtant, il évoluait bien, avec une prise en charge pluriprofessionnelle dans le cadre de son trouble du spectre de l'autisme. Il avait perdu toutes les acquisitions. Et donc, la famille prend rendez-vous auprès d'un médecin qui était compétent dans ce domaine, qui a pris le temps d'écouter les parents, qui a pris le temps de l'examen, qui a duré presque 2 heures, et l'examen clinique qui a été fait sous ce fameux gaz, parce que c'était beaucoup plus simple, parce qu'il était tellement agressif. Vous savez, le gaz méopas, c'est le gaz hilarant. Et finalement, qu'est-ce qu'on a retrouvé? C'est une otite bilatérale qui a été traitée, bien sûr, avec un traitement adéquat, et tous les troubles du comportement disparus.
c'est un petit témoignage qu'on dit. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu que devant toute trouble du comportement, il fallait toujours, avant tout, essayer d'éliminer une pathologie organique et la plupart du temps, pathologie organique douloureuse. Voilà, j'ai fini. Je passe la parole, bien sûr, de nouveau à Bénédicte qui va vous parler un peu plus en détail de tout ce qui est... Voilà, Bénédicte, à toi. Alors, c'est Philippe Aubert d'abord qui va faire part de son témoignage avant que le docteur Gendreau puisse reprendre. On n'entend pas. Ah, il n'y a plus rien. C'est Philippe Aubert qui va nous faire part de son témoignage. Ah bon, c'est Maintenant. Philippe, alors. C'était pas Bénédicte. Merci. Alors, Philippe, à toi. Merci, docteur, de me passer la parole. Mesdames, messieurs, bonjour. Je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs pour leur invitation à m'exprimer devant vous aujourd'hui. Et à vous, journalistes, d'être présents pour marquer votre intérêt sur le sujet. Comme vous ne pouvez pas bien le constater à distance, je vis avec une paralysie cérébrale, depuis ma naissance. Je suis athétosique de surcroît. Je n'ai pas le contrôle de mes mouvements. De plus, je n'ai pas la fonction de la parole, ce qui m'oblige à communiquer via une synthèse vocale, que je commande par voie oculaire. J'ai toujours beaucoup utilisé mon visage et ses expressions pour m'exprimer. Dès mon enfance, avant la maîtrise de l'alphabet et du français, j'ai communiqué grâce à ce moyen. Encore maintenant, cela reste un moyen capital pour exprimer mes émotions, qui ne peuvent pas toujours transparaître à travers ma voix numérique. J'ai pris notamment très tôt conscience du rôle des yeux, du regard. C'est grâce à mes yeux que mes proches ont très tôt saisi ma soif de communiquer et de me faire entendre. Mais je n'avais pas saisi l'importance de ma bouche, puisque je n'ai jamais pu prononcer un mot, ni même émettre des sons compréhensibles. Donc, ma bouche et mes dents m'étaient nécessaires pour manger, mais pas pour communiquer. Mes dents ont d'ailleurs plutôt longtemps été une source de désagrément, compte tenu des difficultés que je devais vivre pour les soigner. Ce n'est donc qu'assez récemment que j'ai pris conscience que ma bouche et mes dents jouaient un rôle important dans mon expression et mon esthétique. Il a fallu que j'en vienne à des extrémités pour devoir me faire refaire presque totalement la mâchoire, afin que je puisse revendiquer et apprécier enfin ma bouche et mes dents. Et c'est grâce au regard des autres sur moi que j'ai pu découvrir mon visage, sa représentation et mon droit à croquer la vie à pleines dents. Donc, mon propos aujourd'hui peut être mordant. Je veux simplement témoigner que pouvoir se soigner, c'est plus qu'un acte médical pour soi. C'est un acte de dignité, un acte de reconnaissance, pour soi et les autres. Cela participe à la construction de soi, mais aussi à notre existence avec les autres. Mais le parcours médical peut être difficile, notamment pour des personnes comme moi, en situation de handicap. Si je suis aujourd'hui connu pour être un homme au sourire éclatant et aux yeux rieurs, je suis très conscient que c'est une chance pour moi, et je sais à qui je le dois. À cause d'un bruxisme prononcé, j'allais progressivement vers de graves difficultés pour mâcher et manger. Je veux remercier les chirurgiens dentistes qui ont procédé aux opérations de soins dentaires, qui m'ont ainsi sauvé la vie. J'aimerais appuyer mon propos par une série d'anecdotes sur mon parcours de soins, et ensuite aborder avec vous les enseignements que j'ai pu en tirer. Lorsque je vivais tout jeune dans un institut d'éducation motrice, et que le dentiste venait, je filais exprès loin pour que les infirmières oublient que j'avais un rendez-vous dentaire. Un jour, à 12 ans, mon oncle qui est chirurgien dentiste a voulu examiner mes dents dans son cabinet. J'ai failli d'abord avaler la petite plaque radio qu'il m'avait mise en bouche. Ensuite, j'ai failli casser le siège et l'ensemble du plateau d'examen. Ils étaient pourtant 4 hommes adultes à me tenir les bras et le corps. Ma première opération a eu lieu l'année de mes 8 ans. J'ai vu débarquer un aide-soignant immense, qui m'a conduit au bloc opératoire. Effrayé par sa taille, je me débattais sur mon siège. Je me souviens avoir été accueilli
si on peut dire, par une infirmière, également complètement apeurée par moi, et qui m'a collé un masque sur le visage. À ce moment-là, c'est plus la douleur morale de son attitude qui m'a fait mal. C'est elle qui m'a renvoyé le handicap au visage. Après, dans la salle de réveil, reprenant conscience progressivement, je me suis mis à bouger sur le brancard. J'avais peur de tomber au sol, parce que les barrières ne recouvraient pas la totalité du brancard. Cela s'est malheureusement reproduit lors des opérations suivantes également. C'est donc là, plutôt une douleur émotionnelle, et de compréhension de ma dépendance vis-à-vis de l'autre, pour les gestes de mon quotidien. Enfant, j'ai subi une opération qui visait à me faciliter la possibilité d'écarter les jambes. Honnêtement, l'opération en tant que telle, s'est bien passée. Même si 3 semaines après, il a fallu réopérer, étant donné que j'ai attrapé un staphylocoque doré. Le plus douloureux émotionnellement, était que je suis sorti de l'hôpital pour la première fois, au bout de 2 jours. Je suis allé directement à l'infirmerie de l'Éré à Toulouse-Lautrec à Vaucresson, vu que je ne pouvais rester chez moi, car d'abord personne n'aurait pu rester s'occuper de moi, et à Vaucresson, il y avait tout ce qu'il fallait pour des élèves qui venaient d'avoir subi une telle chirurgie, des kinés, des ergothérapeutes, des médecins, des infirmières. Cependant, vu que je souffrais tellement, jour et nuit, j'étais allongé dans une coquille, qui me coinçait tout mon corps, et je n'arrivais pas à dormir, et toutes les 3 heures, on devait me retourner tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos. Le plus douloureux, émotionnellement parlant, est que les médecins avaient décrété un beau matin, que mes parents ne pourraient plus désormais rester la nuit dormir à mes côtés. Un beau matin, papa a lu dans mes yeux que j'étais en train de préparer dans ma tête une réponse bien salée, au médecin qui avait pris cette stupide décision derrière, dans mon dos. Ces attitudes indiquent un manque de formation à l'époque, des personnels aux différents types de handicap, notamment pour les personnes non verbales. À l'adolescence, à Vaucresson à l'Éré à Toulouse-Lautrec, quand je devais contrôler mes dents chez le dentiste qui venait dans l'établissement, durant les années où j'avais entièrement confiance en mon éducateur référent, on a même réussi à me soigner les dents dans le cabinet, après m'avoir tranquillement tout expliqué, et après m'avoir donné un petit calmant, pour apaiser mes peurs. Par contre, les fois où cela ne marchait pas, la dentiste me donnait une prescription pour aller à Saint-Vincent-de-Paul, pour me programmer une anesthésie générale. Une fois, j'ai oublié volontairement de la donner à mon père. Ça n'est qu'une fois l'été terminé, en ouvrant mon sac à dos, qu'il a remis la main dessus. J'ai vécu plusieurs moments particulièrement traumatisants, notamment des bribes de phrases entendues, enfants et ados, après des opérations, telles que « il est fou » ou bien « à quoi bon le laisser vivre ?» de la part de différents niveaux des personnels médicaux. L'accueil chaleureux, respectueux valait l'attente de 2 ans à trouver un réseau de qualité de soins dentaires, tant la qualité humaine était présente au cœur de la démarche de l'association. Cela fait pour moi toute la différence. L'homme adulte que je suis est mieux épanoui, ose, sourire, et rayonne maintenant grâce à eux. J'ai 43 ans, et presque toutes les dents neuves. J'ai pleinement besoin de plusieurs séances de kiné par semaine. Lorsque mes mouvements athétosiques sont forts, c'est encore plus nécessaire. Par exemple, une bonne séance de kinésithérapie consiste à étirer mes muscles, afin que je me sente plus décontracté. Cela joue un rôle important sur mon sentiment de contrôle, et sur ma propre gestion de mon environnement quotidien. Mais, trouver un bon kiné est une véritable gageure. J'en suis même arrivé à penser qu'il me faut mieux une personne prête à s'adapter, plutôt que formée à la paralysie cérébrale. Maintenant, je sais combien dans mon mode de communication, le sourire fait partie de mon identité et participe à construire l'image que je renvoie lorsque je m'exprime. Pour l'homme public que je deviens, c'est un véritable atout. Si vous me demandez quels gestes techniques sont défavorables aux personnes en situation de handicap, je n'ai pas de réponse. Cependant, je peux témoigner qu'en ce qui concerne l'expérience vécue par les personnes en situation de handicap en cabinets médicaux,
la texture des sièges, le transfert de fauteuil, la lumière en pleine tête, les bruits de la fraise et autres outils, les odeurs typiques d'un cabinet médical sont parfois des facteurs déclencheurs de crises soit spastiques, soit de délire, d'angoisse mentale ou autre. A contrario, quels gestes techniques sont favorables aux personnes en situation de handicap? Il n'existe pas non plus une seule formule magique qui fonctionnerait à tous les coups pour tout le monde. Du coup, quelles leçons peut-on tirer de mon expérience individuelle et singulière des soins médicaux? Je voudrais appuyer ici la notion de respect. Je crois qu'il est important de revenir sur cette attitude, sur cette valeur. Je suis bien conscient du défi que représente l'écoute des besoins individuels des patients par les professionnels, mais c'est dans cette écoute que naît le respect. Je souhaite substituer cette notion à celle, très commune dans le milieu médical, de distance professionnelle. Cette distance veut protéger à la fois les accompagnants et les accompagnés, mais elle est pour moi profondément incompatible avec un accueil et une prise en soin adaptée. Comment espérer mettre en place une démarche satisfaisante, sans s'impliquer émotionnellement, sans donner de soi? Je vous l'ai dit, j'ai longtemps cherché une prise en soin qui soit satisfaisante pour moi, concernant mes besoins médicaux spécifiques. Vous l'aurez peut-être remarqué, je parle de prise en soin, et non de prise en charge. C'est volontaire. D'ailleurs, si j'ai pu avoir souvent l'impression d'être une charge lors de mon accueil dans un cadre médical, j'ai vraiment ressenti qu'on me prenait en soin, et non plus en charge, chez des personnes moins spécialisées en accompagnement paralysie cérébrale, mais chez des personnes qui font preuve de bonne volonté, d'un simple pas de côté. Ce changement de vocabulaire, soin au lieu de charge, illustre un changement bien plus profond dans la façon de nous accueillir, et de se mettre à l'écoute de nos besoins. En somme, ce vocabulaire est plus respectueux, plus humain. Si cette expression peut témoigner d'un état d'esprit, elle peut aussi marquer le début d'une prise de conscience. Les mots ne sont pas innocents. Aussi, j'aimerais maintenant aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur, et qui est pour moi un lien étroit avec la prise en soin des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de soins médicaux et médico-sociaux. La grande question de l'inclusion des personnes en situation de handicap est souvent rapportée à la question de l'autonomie, en relation avec la vulnérabilité. Sur ce sujet, je suis sensible aux pensées de Paul Ricoeur, concernant la mise en relation des concepts de vulnérabilité et d'autonomie. Il nous invite à considérer l'autonomie comme une réalité d'interdépendance et de lien avec les autres, une identité relationnelle. Comme le commente la philosophe Cynthia Fleury, pour Paul Ricoeur, l'autonomie est la possibilité d'attester de soi, et la vulnérabilité est la difficulté de cette attestation. La personne en situation de handicap est donc victime, d'une part, du soupçon de l'impossibilité d'attester de soi, et d'autre part d'être considérée de ce fait, irresponsable. Une double peine, en somme. Une injonction existentielle traumatisante. Être autonome, c'est alors aussi être identifié par soi et par les autres comme un sujet, décideur de ses propres actes. C'est aussi avoir confiance dans sa propre capacité à être ce sujet. Je ressens personnellement très fort son sens, pour expliquer mon attitude et mon combat, pour assurer le respect de chaque personne à être mise en situation de responsabilité, et de pouvoir agir. C'est ici que prend racine mon utilisation du terme de respect, et de l'expression « prise en soin ». Paul Ricoeur encore, définit le rôle du soignant comme étant d'encourager, d'accompagner et de soutenir le sentiment d'être capable, la confiance dans cette identité de sujet acteur et décideur. Le soignant, et plus largement la structure d'accueil, doit susciter chez la personne vulnérable, et autonome en devenir, un sentiment de capacité, ou en tout cas laisser la porte ouverte à la possibilité de ce sentiment. Il est essentiel, selon moi, de sortir de cette conception de l'autonomie par opposition à la vulnérabilité. Nous sommes tous, en permanence,
autonome et vulnérable à la fois. La personne autonome est alors celle qui est en capacité de construire son récit de vie en composant avec sa vulnérabilité. J'appuie sur le mot « avec ». Cette dernière n'est alors plus stigmatisante, mais une simple composante de son identité. D'un point de vue pratique et professionnel, l'expérience que j'ai vécue me fait espérer que ce soit faisable pour toutes et tous. Mais cela suppose que toutes les institutions qui entourent les praticiens se plient à cette nouvelle approche, qui a un coût humain et financier. Je ne voudrais pas conclure sans préciser que, pour moi, cette préoccupation rejoint une action plus globale, qui donne peut-être une orientation plus significative à la notion de société inclusive. Je m'appuierai pour cela sur la définition de la politique du CARE, donnée par une de ses initiatrices, Joanne Tronto. Activité caractéristique de l'espèce humaine, qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde, afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. À la fin de cette intervention, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre écoute. Je me tiens à votre disposition pour des questions, si vous en avez. Cela prendra peut-être un peu plus de temps pour y répondre, soit là en direct, soit par mail après. Merci. Merci beaucoup, Philippe, pour ce très beau témoignage. Je vais laisser le docteur Gendreau présenter les outils de Coactis Santé. Merci. Bénédicte, tu as ton micro coupé. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Ah, okay. Donc oui, je voulais remercier Monsieur Aubert pour son témoignage qui fait tout à fait écho avec personnellement ce que je crois avoir été mon engagement auprès des personnes en situation de handicap. Et moi, j'étais pédiatre auprès d'enfants polyhandicapés et d'enfants porteurs de troubles du spectre de l'autisme. Et ça résonne vraiment avec ce que je crois avoir tenté de faire. Maintenant, je voulais vous présenter les outils Coactis Santé qui vont, vous allez voir, résonner effectivement avec ce magnifique témoignage. Donc, comme l'a dit Madame Dorgeval, Coactis est né de la constatation qu'il y avait un hiatus entre le droit et les personnes, droit à la santé et les personnes en situation de handicap. Et c'est ainsi qu'a été créé Coactis avec deux outils qui sont des outils complémentaires, qui sont des outils clés en main, qui sont des outils gratuits en accès libre. C'est d'une part santébd.org, qui est une boîte à outils pédagogique pour mieux comprendre la santé, faciliter la relation entre les patients, je dirais entre les personnes et les professionnels de santé. Et puis de l'autre côté, handyconnect.fr, qui est un site ressource pour aider les professionnels de santé dans leur pratique quotidienne. Leur pratique quotidienne, c'est accueillir et prendre en soin. Alors, un handicap, non. Une personne en situation de handicap, oui. Ce dont nous sommes persuadés à Coactis Santé, c'est que ce que nous allons mettre en place pour certains qui en ont besoin, ça va être bénéfique pour l'ensemble des personnes. C'est le principe de l'inclusion, mais dans l'autre sens. Et d'autres autres convictions, Madame Dorgeval l'a dit, c'est qu'on ne peut rien faire sans les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Un des leviers pour faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, c'est former et informer tous les partenaires de cette relation de soins, car c'est une véritable relation. Lever les freins, c'est informer le patient sur le soin à venir ainsi que son aidant. Son aidant, il n'a pas nécessairement un niveau très élevé de connaissances en santé, mais par contre, lui, il sait parfaitement communiquer avec la personne. Et lever les freins en formant et informant, c'est former les professionnels de santé, tant sur des savoirs médicaux que sur des savoir-être. Les formations, les échanges dans cette relation triangulaire
vont permettre de lever les freins à l'accessibilité aux soins. HandiConnect, site donc dédié aux professionnels de santé, quelle que soit leur formation initiale, a mis en ligne il y a quelque temps des fiches qui concernent la douleur, fiches conseils concernant la douleur. Donc, elles reprennent ce que le docteur Saravan a expliqué en termes de repérer la douleur, en termes d'évaluer la douleur, rechercher les causes. Vous avez vu que c'était sur le plan médical, c'était quelque chose qui reste compliqué, et comment les soulager avec les traitements médicamenteux et non médicamenteux. Et puis aussi, on en a parlé et la loi nous y oblige. La loi nous dit qu'il faut prévenir la douleur, et donc il y a une troisième fiche qui s'appelle « Prévention de la douleur des soins chez la personne dyscommunicante ». Et donc en accès libre et pour tout professionnel de santé. Les fiches telles qu'elles sont écrites, les fiches conseils, vous donnent aussi accès à tout un tas de ressources. On parle beaucoup d'adapter sa communication aux soins. Et donc, on vous donne une boîte à outils dans laquelle on va pouvoir piocher en tant que soignant pour justement adapter sa communication. Adapter sa communication, c'est utiliser par exemple le Makaton. Le Makaton, c'est dérivé de la langue des signes. C'est pour certaines personnes qui peuvent y avoir accès, c'est utiliser tout simplement des jouets symboliques comme par exemple les Playmobil. C'est créer soi-même des outils, des jouets qui correspondent aux soins à venir. Là, en bas à gauche, ça a été fait dans l'établissement où je travaillais par les ergots qui ont fabriqué un casque pour un électroencéphalogramme avec un bonnet de piscine, dérivé pop et puis des petits fils de Scooby-Doo sur une poupée. Adapter aussi sa communication, c'est utiliser, parfois chez certaines personnes, on peut utiliser des pictogrammes suivantes. On peut aussi utiliser des BD, les fameuses BD santé BD que je vais vous montrer. Et puis, il y a aussi des solutions on mixe en fait tant les pictogrammes que des images de santé BD, tant des photos, et puis des objets que les personnes vont pouvoir manipuler. Et ça, comme l'a dit M. Saravan, ça va permettre en fait d'habituer la personne aux soins, de lever son anxiété, et ça a été très bien expliqué par M. Aubert tout à l'heure, ce fameux cycle qui est l'anxiété face à la douleur, l'anxiété face aux soins, et qui va empêcher l'accès aux soins. Alors, santé BD, c'est donc, on ne s'est pas concerté avec M. Aubert pour choisir le thème, mais vous voyez que le thème du dentiste quand même ressort régulièrement, et quand on interroge les gens, effectivement, c'est le soin qui fait le plus peur. Donc, les BD santé BD, donc qui sont construites avec les personnes en situation de handicap, avec des experts. Et là, ici, les BD sur les soins dentaires ont été faites avec l'Union française pour les soins bucco-dentaires et puis SOS qui est santé orale et soins spécifiques. Donc, les BD, le principe de la BD, c'est d'apporter à la personne de la prévisibilité, car on sait que si on sait ce qui va nous arriver, alors on a moins peur, on prévient l'anxiété, on prévient la douleur. Donc, ces BD, elles sont personnalisables. La personne peut être un enfant ou un adulte, un personnage féminin ou un personnage masculin, idem pour le médecin. Et puis, il y a des BD qui sont adaptés en fonction des handicaps. Ici, elle est adaptée en fonction d'un handicap moteur. Et les BD sont également déclinés en langues étrangères. Je vous montre juste quelques images de cette BD. Donc, c'est écrit en facile à lire et à comprendre, et le scénario de la BD va suivre exactement ce qui va se passer pendant le soin. Il n'y a aucun tabou, tout doit être montré justement pour coller à cette prévisibilité. Comme a dit M. Aubert, il l'a expliqué, eh bien oui, il va y avoir une lumière forte, et ça c'est très gênant, et il y a des odeurs, et ça c'est gênant, ça c'est expliqué à la personne. Ensuite, on va lui expliquer exactement le geste, on va lui dire tu vas pouvoir avoir le fameux méopa pour ne pas avoir mal. Et voilà ce qui va se passer. Une drôle d'odeur dans ta bouche quand on va anesthésier et le dentiste fait bouger la dent avec un instrument. Pour dire sa douleur, on a une fiche santé BD. Là, on peut dire si on a mal, on peut le dire avec des gestes Makaton. On peut le dire aussi avec un cahier de communication. On peut dire, comme M. Saravan l'a expliqué, on mesure le niveau de la douleur. La personne peut le faire, on lui dit,
voilà, tu as à ta disposition ce qu'on appelle une échelle pour évaluer ta douleur. Maintenant, ce qui est rassurant de savoir, et pour la personne et pour son aidant, c'est que si on ne peut pas communiquer verbalement, alors il y a des échelles, des grilles, qui vont pouvoir être codées par l'observateur, qui est le soignant et en général l'aidant. Et puis aussi pour rassurer les personnes en lui disant « on a des moyens médicamenteux et non médicamenteux pour que tu n'aies pas mal », par exemple, les patchs d'Emla, qui est une pommade anesthésiante locale. Et puis, on peut aussi utiliser le Méopa. Accéder aux soins, c'est aussi préparer, par exemple, une consultation, une hospitalisation, un examen. Et là, Santé BD et HandiConnect vont fournir les outils pour qu'il puisse y avoir justement cette préparation. Des outils qui sont destinés aux patients, comme ici un poster. Et vous savez que dans les établissements sanitaires, maintenant, quand on rentre, la première chose qu'on nous demande, c'est « avez-vous rempli vos directives anticipées? Avez-vous une personne de confiance ?» Eh bien là, il existe des BD, Santé BD, qui justement vont pouvoir permettre la communication avec la personne en situation de handicap, qui va pouvoir aussi se poser la question et comprendre ce que c'est que ces directives anticipées et la personne de confiance. On peut aussi équiper, entre guillemets, la personne avec des images qui sont en libre accès aussi sur Santé BD pour fournir des éléments pour son cahier de communication. Et puis, on transmet entre soit le centre médico-social qui s'occupe de la personne ou les aidants ou même la personne, elle remplit un passeport santé, ce passeport santé qui va faire la jonction entre lui et le service et qui, lui, le service va pouvoir aller piocher dans handiconnect.fr de façon gratuite tous les éléments qui concernent le handicap de la personne et puis choisir les BD dont il va avoir besoin. Quel est en fait effectivement l'impact de l'utilisation de HandiConnect et Santé BD? HandiConnect, pour l'instant, on n'a pas d'études d'impact parce que c'est assez récent. Et donc, je vous invite à guetter les résultats de l'étude d'impact qui est en cours. Par contre, sur Santé BD, il y a une étude d'impact qui a été faite en 2017 et 98% des personnes en situation de handicap déclarent être mieux préparées à la consultation. Et pour 76% d'entre elles, le soin s'est mieux passé. Quand on parle d'améliorer la relation soignant-soigné, 91% de ces personnes déclarent que la communication a été améliorée. Et les aidants disent aussi que leur place est plus facile à tenir auprès du professionnel de santé comme auprès de la personne. Donc, au total, l'association Coactis Santé, c'est 2 outils complémentaires, clés en main, gratuits, en libre accès, pour faciliter l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Merci.